Les éditions Telem présentent un enregistrement intégral de La papeterie de Ginza, de Kenji Ueda, lu par Marine Royer et Quentin Malek. Le stylo plume. La formation destinée aux nouveaux employés était enfin terminée. Elle avait commencé le 1er avril, jour de rentrée au Japon. Logé sur le lieu de stage avec tous les autres participants, j'avais passé les 2 premières semaines à suivre des cours magistraux. Mais le format avait radicalement changé dès le lundi suivant. Divisés en plusieurs groupes de 5 personnes, nous avions dû visiter le siège social, l'usine, les agences commerciales et le laboratoire de l'entreprise. Après chaque visite, nous étions tenus de faire une présentation de nos nouvelles connaissances face à tout le monde. Afin que tout un chacun interagisse, les groupes étaient sans cesse reconstitués. Mais pour les timides comme moi, devoir travailler à chaque fois avec de nouvelles personnes était une source considérable de stress et rendait l'exercice particulièrement éprouvant. Plus terrible encore était l'esprit de compétition qui régnait entre nous. Un message provenant de la direction des ressources humaines nous avait pourtant prévenu que cette formation relevait d'un apprentissage et n'avait absolument pas pour objectif de juger les talents et les compétences des divers participants. Mais les qualités de chacun ressortaient naturellement au fil des jours, que ce soit par les questions posées lors des visites, les débats qui émergeaient au sein de chaque groupe ou les présentations finales. Inévitablement, un rapport hiérarchique s'était peu à peu établi entre nous. Qu'est-ce qu'il vient faire dans notre entreprise, celui-là ? Il doit être pistonné. L'atmosphère était si dégradée qu'on entendait maintenant ce type de médisance dans les couloirs. Au final, 3 d'entre nous étaient partis sans même attendre la fin de la formation. Nous sommes tous dans le même bateau. Essayons de bien nous entendre et de nous entraider. J'avais tant de fois voulu prononcer ces mots, mais je n'y étais pas parvenu. C'était toujours pareil avec moi. Je laissais passer les occasions de dire ce qui me tenait à cœur. Et je continuais de traîner, comme un lourd fardeau, le souvenir de tout ce que je n'avais pas su dire, de toutes ces pensées que je n'avais pas réussi à transmettre. Vu mon état, je me voyais mal surmonter la prochaine formation commerciale qui devait débuter après nos congés. Une angoisse diffuse m'avait accompagné tout au long du chemin pour rentrer chez moi. J'allais retrouver ma chambre vide, où personne ne m'attendait. Tout n'était pourtant pas si noir. Je venais de recevoir mon premier salaire et une longue série de jours fériés commençait dès le lendemain. Bercé par les vibrations du métro, je m'étais brusquement souvenu des paroles prononcées par l'un de nos aînés dans l'entreprise. « Comment comptez-vous dépenser votre premier salaire ? Vous en ferez ce que bon vous semble, mais je vous conseille d'en profiter pour offrir quelque chose aux personnes qui vous ont permis d'arriver jusque-là. Vous leur feriez ainsi un immense plaisir. » C'est ça. Demain, j'irai chercher un cadeau pour Natsuko. Et puis, il y a autre chose qu'il me faut absolument. Mais où aller ? Où pourrais-je bien trouver de quoi lui faire plaisir ? À Tokyo, je ne vois que le quartier de Ginza. Madame Kijima m'a accompagné jusqu'à la sortie du grand magasin Matsukiya, celle qui donne sur l'avenue principale de Ginza. Bon, c'est dans cette direction. Mais tu es sûr que ça va aller ? Si tu veux, je peux demander à l'un de nos jeunes employés d'y aller avec toi. J'aurais vraiment aimé t'accompagner jusque là-bas, mais j'ai un rendez-vous juste après. Je suis désolée, s'est-elle expliquée, inquiète. Ne vous en faites pas, je vais utiliser le plan que vous m'avez donné. Et puis j'ai aussi mon smartphone sur moi, ça devrait aller. J'espère bien, mais... Ah, je vais immédiatement téléphoner à la boutique pour annoncer ta venue. Tu devrais être bien accueilli, m'a-t-elle rassurée, avec un regard bienveillant, qui me rappelait celui de Natsuko. Je vais vous laisser. Ce n'est pas la peine de te presser, prends ton temps. N'hésite pas à m'appeler au moindre souci. Je me débrouillerai pour t'aider. Elle se comportait comme une mère qui envoie son enfant faire une course tout seul pour la première fois. Quelques heures à peine s'étaient écoulées depuis notre rencontre, et j'avais pourtant l'impression de la connaître depuis toujours. Je me suis mis en route, me référant au plan qu'elle m'avait gentiment dessiné sur une page de carnet. Pour l'instant, je devais aller tout droit. Après quelques pas, je me suis retourné et je l'ai aperçue, toujours là où je l'avais quittée. Elle a répondu à mon discret salut dans sa direction par un petit signe de la main. C'était bien la première fois que je recevais un tel plan. De nos jours, tout le monde se contentait d'envoyer un lien Internet. À côté de la carte, Madame Kijima avait inscrit le nom, l'adresse du magasin
et elle avait même ajouté son numéro de téléphone personnel. J'ai tourné au 3e feu, pour m'engager dans une ruelle parallèle. Les immeubles étaient serrés les uns contre les autres. Quel contraste avec la rue principale, lumineuse et large. J'avais l'impression d'être entré dans un labyrinthe. En tournant, un peu plus loin au 2e coin de rue, j'ai aperçu une boîte aux lettres cylindrique. Elle devait être régulièrement repeinte. Sa couleur rouge vif sautait aux yeux. Cette vieille boîte aux lettres me semblait tout droit sortie d'un film ou d'une ancienne série télévisée. C'était un excellent point de repère. La boutique que je cherchais était juste en face. C'est vraiment ici ? J'avais marché une dizaine de minutes depuis le grand magasin. J'étais bien arrivé dans la rue indiquée sur le plan. Mais pour moi, qui venais tout juste de débarquer à Tokyo, cette sortie était une aventure. On m'avait parlé d'une très ancienne papeterie. Pourtant, l'immeuble de 2 étages qui l'abritait avait beau être chargé d'histoire, il ne paraissait pas du tout vieillot. Il s'en dégageait une atmosphère étrange. Le bâtiment était à la fois calme et majestueux. Le nom de la boutique était écrit en lettres dorées, au centre de la porte vitrée. Chiodo. Une douce odeur est venue m'accueillir sitôt franchi le pas de la porte. Était-ce de l'encens ? Contrairement au parfum, dont les senteurs ont tendance à s'imposer brutalement à nos narines, cette odeur contenait une forme de tendresse qui m'enveloppait peu à peu, moi qui tentais de survivre dans cette métropole froide et inconnue. Avec un petit temps de retard, une voix masculine a résonné depuis l'arrière du magasin. « Bienvenue !» Cette voix était pleine de douceur, comme l'odeur de l'encens, et elle donnait l'impression que l'on était sincèrement attendu. C'était la première fois que j'entendais un « bienvenue » aussi agréable. En arrivant à Tokyo, j'avais été très surpris par la manière dont les vendeurs s'adressaient aux gens lorsqu'ils entraient dans un magasin. À la campagne, là où j'avais grandi, nous sommes toujours accueillis par un simple « bonjour » ou « bonsoir », sans doute parce que tout le monde se connaît. Même si c'est avec le sourire, quand un vendeur nous salue avec un « bienvenue », on a l'impression qu'il veut à tout prix faire une vente. Je ne supportais plus d'entendre les voix criardes des vendeurs hurler « bienvenue » à tout va, que ce soit dans les supérettes, les fast-foods et les grandes chaînes de bistrots, mais aussi au guichet des banques ou des diverses administrations. Cependant, ce « bienvenue-là », lancé dans cette papeterie, n'avait rien de déplaisant. J'aurais été bien en peine de dire pourquoi. Il y avait sans doute le soulagement d'être arrivé à bon port, mais peut-être que mon état d'esprit avait aussi changé. L'homme à la voix chaleureuse, qui avait dû remarquer mon hésitation, est aussitôt apparu. Il portait une fine chemise bleu clair, glissée dans un pantalon gris, une cravate unie bleu marine et des chaussures en cuir noir à lacets. Ses cheveux, ni vraiment longs ni vraiment courts, étaient simplement séparés par une raie naturelle. Il devait avoir environ 35 ans. « Excusez-moi, vous êtes bien le propriétaire de la papeterie Chiodo ?» demandai-je bêtement, alors que j'avais déjà vérifié le nom sur la porte avant d'entrer. « Oui, vous êtes au bon endroit. Veuillez m'excuser, mais seriez-vous monsieur Nita ?»« Oui. »« Je vous attendais. J'espère que vous ne vous êtes pas perdu en route ?»« Non, pas de souci. Grâce à ça. » L'homme a acquiescé, après avoir jeté un œil sur le plan que j'avais à la main. « Me voici rassuré. Madame Kijima m'a appelé il y a quelques minutes. Elle m'a dit avoir conseillé la boutique à un client important, monsieur Nita, et m'a demandé de l'accueillir dignement, m'a-t-il répondu, avant de me tendre sa carte de visite. Ken Takarada. Je suis le gérant de la papeterie Chiodo. Je suis ravi de faire votre connaissance. Ah, enchanté. Pour un timide comme moi, rien n'est plus stressant que de rencontrer quelqu'un pour la première fois. Monsieur Takarada l'avait-il deviné ? Il a en tout cas repris la parole sans se départir de son léger sourire. Vous devez être surpris, mais Madame Kijima se comporte toujours ainsi. Comme à son habitude, elle a brusquement raccroché sur un simple « Voilà, je te remercie par avance. » Je n'en sais donc pas tellement plus. Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai soudain repris mes esprits. Oui, j'aimerais acheter du papier à lettres et une enveloppe. Il s'est profondément incliné avec l'air de dire « Je m'en doutais. » C'est entendu, a-t-il répondu, en m'indiquant le fond du magasin d'un geste naturel. Je vous en prie, c'est par ici. Vous trouverez sur ces étagères les principaux papiers à lettres et leurs enveloppes. Étrangement,
L'attitude à la fois décontractée et très polie de M. Takarada avait le don de me mettre à l'aise. En ville, les interactions entre vendeurs et clients se résumaient au strict minimum, car les gens étaient toujours pressés. Je le savais, cela relevait d'une certaine forme de sagesse citadine. Mais j'avais l'impression d'avoir affaire à des machines et non à des êtres humains. Je ne m'habituerai sans doute jamais aux échanges fades qui en découlent. L'étagère débordait de papiers à lettres et d'enveloppes de toutes sortes. La plupart étaient un vrai régal pour les yeux. Il y avait du washi artisanal, dont la haute qualité se remarquait au premier coup d'œil. Du papier très élégant, avec des fleurs séchées intégrées à la fibre, ou un autre, de style occidental, bleu clair, avec des lignes auburn. Les enveloppes, assorties à chaque papier, étaient disposées juste à côté. Elles étaient divisées en 2 grandes catégories. Celle tout en longueur, pour les lettres écrites à la verticale, et celle de format occidental, destinée à l'écriture horizontale. Il devait y avoir près de 200 modèles différents. J'en ai également qui varient selon les saisons. Je peux les sortir. Quant aux cartes de célébration, vous les trouverez du côté des cartes postales. Tout ce choix, c'est impressionnant. Je suis un peu perdu. Merci beaucoup. L'espace étant limité, je ne peux pas tout exposer, mais je dois dire que cette boutique est l'une des plus fournies de Tokyo, en matière de papier washi et d'articles étrangers. Bien entendu, si vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a beaucoup d'autres grandes papeteries à Ginza, à Nihonbashi et aux alentours de la gare. N'hésitez pas à me dire exactement ce que vous recherchez. Je connais à peu près le stock des autres papeteries et je peux appeler mes confrères pour leur demander de vous mettre de côté ce que vous désirez. C'est très gentil, mais je vais déjà avoir du mal à me décider entre les articles qu'il y a ici. Toujours aussi souriant, M. Takarada s'est emparé d'un set de papier à lettres. Celui-ci, appelé Tayori, correspondance, a l'avantage de pouvoir être utilisé en toute occasion. Avec ses 10 lignes verticales très discrètes sur un fond blanc pâle, il est tout simple. Et vous ne le trouverez nulle part ailleurs. D'accord, ai-je marmonné. Il en a attrapé un autre, 2 étagères plus haut. Celui-là se nomme Agoromo, robe de plume. C'est également une exclusivité de notre papeterie. À l'origine, il a été créé par un artisan de papier washi, qui souhaitait fabriquer un produit de tous les jours. Mais les quantités restent très limitées. Il est élaboré à partir d'un washi de grande qualité, et les lignes apparaissent seulement en transparence. Il peut servir lui aussi pour tout type de courrier. Ensuite, je vous demande pardon, je suis égoïstement en train de vous présenter mes articles préférés. Le ton extrêmement poli de cet homme contrastait avec sa jeunesse. L'un comme l'autre sont de très bonne facture sur leur apparence simple et ils sont vraiment beaux. J'ai toujours été incapable de faire des choix. Il y a 2 principales manières de choisir du papier à lettres. La première, vous vous en doutez, c'est de se fier à ses propres goûts. La seconde, c'est d'opter pour le papier qui semble le plus convenir à la personne qui va recevoir cette lettre. Les 2 modèles que je viens de vous conseiller sont de grands classiques, avec lesquels on ne peut pas se tromper. Mais il est possible qu'ils ne correspondent pas à votre destinataire. C'est pourquoi il vaut mieux y réfléchir, en gardant toujours à l'esprit celui ou celle à qui vous allez l'envoyer. Je vois. Ce conseil me semblait tout à fait judicieux, mais je n'avais encore jamais écrit une seule lettre. Tout au plus des cartes de vœux. Remarquant sans doute que je cherchais mes mots, M. Takarada m'a tendu la perche. Puisque vous m'avez été présenté par Madame Kijima, j'imagine que vous souhaitez joindre un cadeau à ce courrier. Oui, c'est ça. En fait, je viens de recevoir mon tout premier salaire, et j'aimerais en profiter pour offrir quelque chose à ma grand-mère qui vit à la campagne. Je suis venu à Ginza dans ce but. Mais j'ai beau avoir fait le tour de nombreuses boutiques, je n'avais aucune idée de ce qui pourrait lui plaire. Complètement perdu, j'errais dans le rayon alimentation de Matsukiya, lorsqu'une vendeuse m'a interpellé. Elle vous a abordé en lançant « Attends, ça va, jeune homme ?» N'est-ce pas ? M'a demandé M. Takarada, en changeant son ton de voix. Oui, exactement. Elle m'a dit « Ça va, jeune homme ?» Tu m'as l'air épuisé et trempé de sueur, avant de me tendre un gobelet en carton. Tiens, bois un peu de thé vert glacé, c'est parfait dans ces moments-là. Abasourdi, je l'ai vu sortir une chaise de l'arrière-boutique. Elle l'a posée à côté d'un étalage. Allez, assieds-toi et fais une petite pause. M. Takarada acquiesçait joyeusement. Madame Kijima ne peut pas s'empêcher d'aider les autres. On dirait bien, oui.
Le thé qu'elle m'a offert était délicieux. Ça peut paraître exagéré, mais c'est la première fois de ma vie que j'ai ressenti une telle douceur. J'ai lâché un grand soupir sans même m'en rendre compte. Elle est alors immédiatement venue me resservir et m'a demandé « Qu'est-ce qui t'arrive ? Venir jusqu'à Ginza et soupirer ainsi ? Tu as des ennuis ?» C'était vraiment étrange. Cela faisait seulement quelques minutes que j'étais là, et j'arrivais déjà à parler naturellement avec M. Takarada. Tout bien réfléchi, il en avait été de même avec Madame Kijima. Il faut croire que c'était le jour des belles rencontres. Je me demande quel âge elle peut avoir, ai-je laissé échapper. Je ne sais pas, j'évite de demander son âge à une femme. Mais d'aussi loin que je m'en souvienne, je l'ai toujours vue travailler à Matsukiya, alors... Elle a pris une retraite progressive il y a quelques années, et travaille maintenant à temps partiel. Elle s'occupe notamment de la formation des nouveaux employés et des demandes des clients les plus importants. Ah, je crois qu'elle fait aussi partie des rares personnes à pouvoir appeler le directeur du magasin par son prénom. Je ne pensais pas avoir été aidé par quelqu'un d'aussi extraordinaire. Monsieur Takarada a ri, en secouant légèrement la tête. Elle se mettrait en colère si elle vous entendait. Quelqu'un d'extraordinaire ? Non mais on dirait que vous parlez d'une vieille bicostaire. En réalité, elle peut se montrer sévère envers elle-même et son travail. Mais avec n'importe qui d'autre, c'est la gentillesse incarnée. J'aimerais être comme elle en tant que commerçant. Non, je devrais plutôt dire en tant qu'être humain. Sa voix avait changé, comme s'il se parlait à lui-même, acquiesçant à ses propres paroles. Il a soudain paru surpris et gêné. « Je suis désolé, j'ai digressé », a-t-il repris. « Non, pas du tout. J'avais justement envie de partager la gentillesse de Madame Kijima. Je suis heureux que vous m'ayez écouté, merci. » Depuis mon arrivée à Tokyo, à la fin du mois de mars, c'était la première fois que l'on m'écoutait ainsi raconter ma journée. Jusqu'à présent, Natsuko avait toujours pris le temps d'écouter toutes mes longues histoires décousues. Durant la formation, au cours d'une des pauses repas, j'avais raconté ma mésaventure du jour. Une porte automatique qui ne s'ouvrait pas. Un collègue m'avait lancé avec mépris. « C'est tout ?» J'avais bafouillé, suscitant immédiatement des rires moqueurs autour de la table. L'incident s'était terminé sans que personne ne me vienne en aide. J'étais, depuis lors, terrorisé à l'idée de parler aux autres. D'un petit signe de tête, M. Takarada m'a incité à poursuivre, toujours avec son doux sourire qui reflétait si bien sa personnalité. Revigoré par le thé, je me suis ouvert à elle. Je lui ai expliqué que je voulais faire un cadeau à ma grand-mère avec mon premier salaire, mais que je n'avais aucune idée de ce qui pourrait lui faire plaisir. Elle a pris le temps de me faire plusieurs propositions et je me suis finalement décidé pour du thé. Vous avez fait un excellent choix. Déjà parce que c'est la saison du shincha, le thé nouveau, mais aussi parce qu'à chaque fois que votre grand-mère en plongera quelques feuilles dans sa théière, elle ressentira votre sollicitude à son égard, a répondu M. Takarada, avant de se parler à lui-même. Du shincha. Quelle bonne idée, il faudrait que je m'en achète. C'est vrai. Je n'avais pourtant pas pensé à lui offrir du thé. C'est entièrement grâce à Madame Kijima. Elle m'a félicité de m'être décidé, ajoutant que ce serait encore mieux d'accompagner ce cadeau d'une lettre. Je pensais envoyer un message sur le téléphone portable de ma grand-mère, en la prévenant qu'elle allait recevoir du thé de ma part. Mais Madame Kijima a insisté. « Tu dois lui écrire une lettre, même de quelques mots. Fais-moi plaisir. » Monsieur Takarada a hoché la tête avec un petit grognement. « C'est pourquoi elle vous a orienté vers notre papeterie. » « Oui. » Avant de me donner ce plan, elle m'a précisé que Matsukiya vendait aussi du papier à lettres. Mais selon elle, les articles proposés ne sont pas de très bon goût, et je serais bien mieux renseigné ici. « C'est fort sympathique de sa part, » a répondu M. Takarada avec le sourire. « Voilà, vous savez tout. » Je vois. Que pensez-vous de ce papier ? Il s'agit encore une fois d'un article propre à notre boutique. L'espace entre les lignes est assez large, ce qui permet un vrai confort d'écriture. Il me semble parfaitement adapté à votre situation. Le papetier me tendait un bloc de papier vert clair, d'environ 8 lignes par page. Sur les enveloppes assorties, les cases pour le code postal étaient tracées avec la même couleur que les lignes, et un dessin de branches d'arbres au jeune feuillage ornait l'emplacement pour le timbre. La couleur utilisée ici correspond à celle des jeunes feuilles printanières. Cette collection se nomme Tsukizuki, mois après mois.
Elle comporte 12 modèles différents assortis à chaque saison. Les lignes sont toujours tracées de la même manière, mais leur couleur change à chaque fois. Vous remarquerez par ailleurs qu'elles forment un dégradé de haut en bas, du plus foncé au plus clair. Monsieur Takarada a tourné la couverture du bloc qu'il m'avait passé. Les lignes semblaient avoir été tracées à la main. Elles s'amincissaient peu à peu, au point d'être presque totalement effacées vers le bas de la page. Cet article a été créé à la demande d'un client artiste-peintre. Il souhaitait utiliser du papier à lettres où il y aurait assez d'espace pour ajouter un petit dessin sur chaque page. C'est d'ailleurs lui qui a tracé les lignes et qui a réalisé le dessin reproduit sur l'enveloppe. Nous lui devons aussi le choix de ce nuancier. Ça n'a pas dû être simple de sélectionner 12 couleurs, parmi les 465 traditionnellement présentes dans l'art japonais. D'autant plus qu'il lui fallait parvenir à créer une bonne concordance avec le fond. Enfin, je vous raconte tout ça, mais je n'ai jamais côtoyé ce fameux peintre. C'est l'un de mes prédécesseurs qui a créé ce papier à lettres. Monsieur Takarada a sorti les autres modèles de la gamme Tsukizuki. Il y avait un brun rouge, comme les haricots Azuki, un magenta, un rose pâle, comme les œillets, un bleu, comme les glycines, un orange, comme les kakis, un rouge vif, un marron foncé, comme les poutres de cheminée, un rouge marron, comme les crevettes, un rose, comme le ciel de l'aube, un gris souris et un doré. Ils sont tous au même prix, à part le dernier qui contient de la feuille d'or. J'en suis sincèrement désolé, mais le prix de l'or ne fait qu'augmenter. Et puis, les artisans capables d'en créer sont de moins en moins nombreux. À ce rythme-là, nous devrons d'ici peu renoncer aux finitions dorées. Toutes les couleurs choisies étaient belles et agréables à regarder. Je ne sais pas pourquoi, mais leur tendresse semblait avoir le don de m'apaiser. Reliées entre elles par une bande de papier, les enveloppes étaient rassemblées par lots de 5. Tous plus adorables les uns que les autres. Les dessins qui signalaient l'emplacement du timbre correspondaient à la couleur des lignes. Il y avait par exemple 3 grains de haricots pour le brun rouge, des rayons de soleil pour le rose et le mont Fuji pour le doré. Monsieur Takarada semblait avoir remarqué mon attention portée à l'adéquation entre les lignes et les dessins. Naturellement, ces dessins disparaissent sous le timbre. Parce qu'il trouve ça dommage, certains de mes clients le décalent exprès. Le facteur me le reproche d'ailleurs souvent. « Dites-leur de mettre le timbre au bon endroit », m'a-t-il confié. J'avoue les comprendre. Ah, mais comme je vais envoyer cette lettre avec le thé, je n'aurai pas besoin de mettre un timbre sur l'enveloppe. Allez, c'est décidé. Je prends ce modèle, celui avec les feuilles printanières. Et les enveloppes qui vont avec. D'accord, je vous en remercie, m'a-t-il répondu, avant de récupérer les articles en question. Si vous voulez bien me suivre. J'ai l'impression de me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais avez-vous de quoi écrire ? M'a-t-il demandé en se dirigeant vers la caisse. Je comptais justement vous en parler. J'aimerais acheter de l'encre pour ce stylo, lui ai-je répondu avec un hochement de tête. J'ai sorti une boîte tout en longueur du fond de mon sac à dos. Enveloppée dans un sachet noir, marqué d'un logo blanc, elle renfermait un stylo-plume. Monsieur Takarada s'est glissé derrière le comptoir. Il a mis mes articles de côté et m'a demandé d'attendre, pendant qu'il sortait d'un tiroir une paire de gants blancs. Avant de les enfiler, il a posé devant lui une sorte de plateau longiligne, assez luxueux. Le fond était garni de feutrine. « Je vais regarder ça », a-t-il dit rapidement, avant de récupérer ma boîte et de la déposer sur le plateau. Il s'est assis sur une chaise entreposée dans un coin. « Je vous demande pardon, si je travaille debout, je risque d'abîmer une partie du stylo. Cela peut paraître impoli, mais permettez-moi de m'asseoir. »« Si vous le souhaitez, vous pouvez faire de même », a-t-il précisé, en m'indiquant du regard une autre chaise derrière le comptoir. Je l'ai déplacé et je me suis assis face à lui. Il doit sans doute s'agir d'un stylo Montblanc. Mais ce n'est pas un modèle récent, n'est-ce pas ? Non, en effet. Monsieur Takarada a sorti la boîte de son emballage avec beaucoup de délicatesse. Le haut de celle-ci était marqué d'un insigne en forme d'étoile blanche, aux pointes arrondies. En relevant le couvercle, le mode d'emploi et la garantie sont apparus. Le stylo-plume se trouvait en dessous. Il était posé sur un support recouvert de tissu. Son capuchon et son clip doré étincelaient. Je n'y connais vraiment pas grand-chose, mais c'est un stylo haut de gamme, non ? De ceux que les célèbres écrivains utilisent ? En effet, on peut dire ça. Vous avez là un Montblanc Meisterstück classique, m'a-t-il répondu, avec un petit hochement de tête.
Sa finesse permet de le glisser facilement dans la poche intérieure d'une veste, sans qu'il ne crée de gêne. Il convient parfaitement aux Japonais, qui ont généralement des mains plus petites que les Européens. J'étais troublé de ne rien savoir, alors que c'était mon propre stylo. Les écrivains semblent préférer les modèles un peu plus épais, comme le Meisterstück Legrand 146 que j'ai ici, a-t-il ajouté en sortant un autre stylo plume d'une vitrine proche de la caisse. Celui-ci ressemblait comme 2 gouttes d'eau au mien, mais en plus large, surtout au niveau de la bague centrale. Votre modèle fait 12 mm de diamètre, alors que celui-ci en fait 13,3. Ce serait, dit-on, la largeur idéale pour écrire sans s'arrêter sur de longues périodes. J'ai pris le Legrand 146 qu'il me tendait. C'est vrai qu'il est large ? Je trouve déjà mon stylo plume épais, par rapport au stylo à billes ou au critérium que j'utilise d'habitude. Mais là... Monsieur Takarada a acquiescé, avant de sortir un 3e stylo. Le Mont Blanc le plus épais fait 15,2 mm de diamètre. Il s'agit du Meisterstück 149. Également apprécié des écrivains, il sert à la signature des traités internationaux ou des gros contrats d'entreprise. Il est un peu trop luxueux pour être utilisé au quotidien, mais sa prestance est parfaite pour les grandes occasions. Le 149 qu'il venait de sortir avait presque la même largeur qu'un feutre indélébile. Me laissant examiner à ma guise les 2 modèles, M. Takarada s'est occupé de mon propre stylo plume. Il a d'abord enlevé le bouchon, avant d'ouvrir le stylo en le dévissant par le centre. Il en a sorti une pièce toute fine, enchâssée à l'intérieur. La plume et le convertisseur sont tout propres. Il n'a pas dû être utilisé. C'est vrai, je ne l'ai encore jamais essayé. M. Takarada a acquiescé avant de sortir la cartouche livrée avec le stylo. Il l'a portée à hauteur de ses yeux et il l'a secouée face à la lumière. Il est difficile de dire si cette encre est encore utilisable. Voyons voir. La date d'achat doit être notée sur le papier de garantie. Ah, mais c'était il y a 12 ans. En effet, ma grand-mère me l'a offert l'année de mes 10 ans. 10 ans ? Vous étiez donc en CM1 ? Je suis désolé, mais ça me semble être un stylo un peu trop luxueux pour un élève de primaire, a-t-il réagi, l'air surpris. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'étais heureux de recevoir ce cadeau, mais je ne me voyais pas l'emporter à l'école. C'est pour ça que je l'avais soigneusement rangé au fond d'un tiroir, au point d'en oublier son existence. Je comprends mieux. Il est flambant neuf et je n'ai remarqué aucun défaut. Avec de l'encre plus récente, vous devriez pouvoir l'utiliser immédiatement. Si vous souhaitez vous servir du convertisseur fourni, il vaut mieux y mettre de l'encre en bouteille. Mais si vous comptez utiliser ce stylo en dehors de chez vous, je vous conseille de prendre plutôt des cartouches. Que préférez-vous ? Ça dépend. Qu'est-ce qui est le plus simple d'utilisation ? Aucune de ces 2 méthodes n'est particulièrement compliquée quand on a pris l'habitude. Mais à choisir, je dirais que les cartouches sont plus pratiques. Dans ce cas, je vais vous prendre des cartouches. Je vous demande un petit instant, a-t-il répondu, avant de se diriger vers ce qui semblait être une étagère dédiée aux accessoires pour stylo. Il en est revenu les mains pleines de petites boîtes. Montblanc propose depuis peu une variété d'encre spéciale, aux coloris pétillants. Mais je pense que pour une lettre, il vaut mieux rester sur du classique. J'ai ici, de droite à gauche et du plus foncé au plus clair, le Mystery Black, le Midnight Blue et le Royal Blue. Je peux également vous proposer du vert ou du violet, mais ces couleurs ne me semblent pas convenir à toutes les utilisations. Laquelle de ces 3-là est la plus passe-partout ? Je ne pourrais pas vous dire laquelle est la plus couramment utilisée, mais c'est la Midnight Blue qui était fournie avec votre stylo. À l'époque, elle était vendue sous le nom de Blue Black. Je me suis en effet souvenu d'avoir aperçu l'inscription en anglais « Blue Black » sur la vieille cartouche, lorsqu'il l'avait portée à la lumière. D'accord, je vais prendre celle-ci. C'est entendu. J'en avais pour exactement 2000 yens. En ajoutant le thé de Matsukiya et les frais de port, ça ne ferait pas plus de quelques milliers de yens en tout. Je m'étais attendu à devoir débourser beaucoup plus en allant jusqu'à Ginza pour trouver à la fois un cadeau destiné à ma grand-mère et de l'encre pour mon stylo plume. À ma grande surprise, tout était bien moins cher que je ne l'avais imaginé. La bienveillance des personnes que j'avais rencontrées y était certainement pour quelque chose. Au fait, vous avez l'intention d'envoyer votre courrier avec le paquet de thé, n'est-ce pas ? Vous allez vous installer quelque part pour l'écrire avant de retourner à Matsukiya ? M'a-t-il demandé, alors qu'il s'apprêtait à me rendre la monnaie. Oui, c'est ce que je compte faire. Madame Kijima m'a demandé de revenir avant 18h.
pour qu'elle puisse ajouter la lettre dans le paquet et la poster avant le dernier départ du courrier. Dans ce cas, c'est juste une proposition. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez aller au premier étage de la papeterie. Vous serez au calme pour y rédiger votre lettre. Je loue souvent cette salle pour des ateliers d'origami, de calligraphie ou de gravure de sceaux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de prévu. Vous serez confortablement installé pour écrire. J'étais un peu décontenancé, mais cette proposition inattendue me touchait beaucoup. C'est vrai? Je pensais justement vous demander s'il n'y avait pas un café ou un salon de thé dans les environs, où je pourrais me poser pour écrire mon courrier. Je serais ravi que vous utilisiez l'étage. Je peux bien sûr vous indiquer les bonnes adresses du coin, comme le salon de thé Ozoué, où je vais très régulièrement. Leur café, leur thé et leur petite douceur sont de vrais délices. Je vous le recommande chaleureusement en cas de petite faim ou pour vous désaltérer. Mais je ne pense pas que ce soit adapté pour écrire la précieuse lettre destinée à votre grand-mère. Après tout, les tables et les chaises d'un café sont idéales pour se détendre et pour déguster quelque chose. Mais pas pour écrire, a-t-il répondu, en secouant légèrement la tête. Dans ce cas, je suis désolé, j'accepte votre proposition, ai-je bafouillé en m'inclinant, alors que j'aurais mieux fait de simplement le remercier avec franchise. Ne vous excusez pas, voyons, il n'y a rien de plus normal, s'est-il empressé de dire avec un petit signe de négation. Voici déjà votre monnaie et votre reçu. Monsieur Takarada m'a tendu un plateau en cuir sur lequel reposait la monnaie. Les pièces et les billets de 1000 yens étaient tout neufs. J'ai poussé un cri de surprise. Je n'avais encore jamais vu d'aussi belles pièces de monnaie, quelle splendeur! Oui, je trouve aussi. Surtout celles de 500 yens. Elles me donnent envie de les transformer en pendentifs tellement elles brillent. Celles de 5 yens sont, elles, fabriquées dans un alliage de laiton, composé à 60% de cuivre et à 40% de zinc. Vous sortez des pièces neuves à chaque fois? Oui, a-t-il répondu, comme si c'était une évidence. Ça me demande du temps et je dois payer une commission. Mais je continue de le faire car j'aime voir l'étonnement et le sourire de mes clients à l'instant où je leur rends la monnaie. Même si, malheureusement, de moins en moins de personnes paient en espèces. La déception se lisait sur son visage. C'est dommage de devoir mélanger ces pièces-là avec les autres. Je n'ai pas non plus envie de plier les billets, ai-je fait remarquer. Mon portefeuille à 2 volets contenait une pochette intérieure pour ranger la petite monnaie. Glisser à l'arrière d'un pantalon, comme je le faisais quand j'étais étudiant, c'était parfait. Il n'était, en revanche, pas très pratique de le ranger dans la poche intérieure d'un veston, car il tombait tout au fond, et je peinais à l'en sortir. « Je vais vous les ranger ici pour l'instant », m'a-t-il répondu, en insérant la monnaie dans une petite pochette plastique à zip, et les billets dans un sachet en papier destiné aux cartes postales. Je suis vraiment désolé. Depuis tout à l'heure, je n'avais que ces mots à la bouche. C'était devenu une vraie rengaine. J'ai sorti ma lecture en cours, un roman policier étranger, et j'ai glissé la pochette de billets entre ses pages. La monnaie est allée directement au fond de mon sac. She Rides Shotgun, c'est un très bon livre. Je n'avais pas retiré sa jaquette, mais j'étais tout de même impressionné par la rapidité avec laquelle M. Takarada avait deviné le titre, dès le premier coup d'œil. Vous l'avez déjà lu? Oui. D'après la position de votre marque-page, je peux vous dire que vous allez bientôt arriver à l'un des meilleurs passages. J'ai senti mon cœur se réchauffer. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un avec qui partager mes goûts littéraires. J'avais déjà trouvé sur Internet et les réseaux sociaux des espaces d'échange autour des romans hard-boiled ou des policiers étrangers. Mais je m'étais toujours contenté de lire les commentaires des autres, sans jamais rien écrire. Déjà que mes amis me lançaient des regards interrogateurs lorsque j'en parlais, je ne me voyais pas exposer mes réflexions aux yeux de parfaits inconnus. Nous devons maintenant être une minorité à agir ainsi. De peur d'être repoussés par leurs amis, la plupart des gens préfèrent montrer leur vrai visage à des êtres qu'ils n'ont jamais rencontrés. Ce type de comportement m'amène toujours à m'interroger. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je suis pour toi, moi, avec qui tu te trouves en ce moment? Alors, ce que tu viens de dire à l'instant, tu le penses vraiment? Ou bien ce n'était qu'une attitude de façade? Je vais maintenant vous montrer le premier étage. Me tirant de mes réflexions, la voix de M. Takarada m'a fait sursauter. Il a déposé sur son bureau une petite sonnette et une pancarte spécifiant
Je me trouve actuellement à un autre étage. Veuillez sonner si vous avez besoin de renseignements. Si vous voulez bien me suivre, m'a-t-il invité en se dirigeant vers le fond du magasin. Il y avait un escalier tout au bout, derrière l'espace où étaient disposées les enveloppes et le papier à lettres. Un panneau indiquait que l'atelier du jour avait pris fin. Je me suis glissé à sa suite entre le panneau et le mur. Nous avons monté l'escalier avant d'arriver sur un palier assez spacieux, d'environ 3 mètres carrés. Une petite table basse et une chaise étaient installées là. En s'y asseyant, on avait une vue d'ensemble sur le magasin. « Plusieurs de mes habitués aiment boire un thé ici », m'a précisé M. Takarada. « Ça doit être assez agréable, en effet. » Un léger sourire est passé sur son visage, tandis qu'il m'encourageait à le suivre. « On est presque arrivé. » J'avais l'impression de m'être lancé dans l'ascension d'une montagne. C'était maintenant moi qui souriais, trouvant la situation cocasse. Les fenêtres du premier étage étaient plus larges qu'au rez-de-chaussée, et il n'y avait pas besoin d'éclairage pour que la pièce soit baignée de lumière. Le soleil du printemps suffisait. Sa superficie devait être égale à celle du magasin, mais l'absence de rayonnage la faisait paraître plus grande. Un petit espace surélevé de 4 tatamis et demi était aménagé sur la droite. Au centre, 6 petites tables sur roulettes étaient disposées en forme de rectangle. Il y avait 2 chaises par table. Le mur de gauche était entièrement recouvert de tiroirs, tous de tailles différentes. Nous voici arrivés. Un solide bureau en bois et une chaise tout aussi imposante m'attendaient à l'endroit indiqué. Éclairé par les rayons de soleil qui traversaient les stores, le bureau était entièrement rangé. Je m'en suis approché sur l'invitation de M. Takarada. À en juger par les fines rayures qui le parsemaient, il avait dû être utilisé de bien nombreuses fois. Une tache noire s'étalait sur le côté droit, sûrement causée par une bouteille d'encre renversée. Le papetier a tiré la chaise vers moi. « Je vous en prie, installez-vous. » J'ai obéi sans rien dire. L'assise, recouverte de cuir, était assez dure, mais confortable. J'ai posé mes coudes sur le bureau. Je pouvais ressentir sur ma peau les légères nervures formées par les veines du bois, malgré la patine recouvrant le plateau. M. Takarada a ouvert le tiroir de gauche. Une dizaine de livres y reposaient en secret. Vous avez ici les principaux dictionnaires et ouvrages explicatifs sur la manière d'écrire correctement une lettre. J'étais soulagé. Sans exemple à suivre, je craignais de ne pas réussir à me lancer. Merci infiniment. Je vais me dépêcher de l'écrire, lui ai-je répondu, en sortant une à une mes affaires du sac à dos posé au sol. Il y avait le papier à lettres, l'enveloppe et l'encre que je venais tout juste d'acheter, ainsi que la boîte de mon stylo-plume. Non, il ne faut surtout pas vous presser. Madame Kijima vous attend pour 18h, c'est bien ça? Vous avez largement le temps. Profitez-en pour rédiger votre lettre avec soin. Quoi que l'on dise, chaque mot écrit à la main possède sa propre expressivité. C'est encore plus vrai lorsqu'on utilise un stylo-plume. Les rires, les pleurs, les peurs, les bonheurs, la douceur. Tous les sentiments que vous allez éprouver au cours de la rédaction se reflèteront dans votre écriture, insufflant un nouveau visage à chaque caractère tracé. Les mots ont leur propre expression. Je n'y avais jamais pensé. En y réfléchissant, nous avons tous une écriture qui nous est propre. J'étais malheureusement plus habitué aux échanges par mail ou par SMS, et il était très rare que je lise des phrases écrites à la main. « Je vous demande un petit instant », s'est excusé M. Takarada, avant de se diriger vers le mur recouvert de tiroirs, qui semblait tenir lieu de réserve. « Tenez, je vous offre ce cahier de texte original à notre papeterie. Disons que c'est ma manière de vous remercier d'être venu jusqu'ici. Ou non, c'est plutôt le symbole de notre rencontre, en tant qu'amateur de polar hard-boiled étranger. Vraiment? Je peux l'utiliser? Absolument, a-t-il répondu en hochant la tête. Sur la couverture gris clair était inscrit « Note » en petites lettres, suivi de lignes discrètes permettant d'inscrire son nom et le titre de son choix. Une étiquette couleur crème était collée sur la 4e de couverture noire. Il semblait faire le double de pages d'un cahier de texte ordinaire. « Je ne le mérite pourtant pas », ai-je murmuré en l'ouvrant. Le toucher des pages était très agréable. Elles n'étaient ni vraiment épaisses, ni vraiment fines.
Je vous conseille de commencer par y écrire tous les mots qui vont traverser votre esprit, les uns après les autres. Vous construirez vos phrases dans un deuxième temps, à partir de ces idées. Et si vous faites, par exemple, des erreurs ou que vous changez d'avis, vous pouvez simplement barrer d'un trait les mots en question. Il ne vaut mieux pas les effacer totalement. Vous pourrez ainsi y revenir plus tard, si vous préférez finalement votre idée initiale. Vous serez la seule personne à lire ces notes. Vous n'êtes donc pas obligé de soigner votre écriture. Le plus important ici, c'est de réussir à extraire peu à peu les mots qui flottent dans votre esprit. D'extraire les mots. Vous allez sans doute vous habituer à votre stylo-plume au fur et à mesure que vous écrirez. À ce propos, voulez-vous essayer d'y insérer la cartouche d'encre ? J'espère qu'il va fonctionner correctement. J'avais sorti le stylo et la cartouche de leur boîte avant même qu'il n'ait fini sa phrase. Comment faut-il faire ? Vous enlevez d'abord le capuchon. Ceux des Mont Blanc ont toujours une fine rainure. Vous pouvez vous en servir pour le retirer plus facilement. Vous allez ensuite dévisser la plume pour la séparer du corps de votre stylo. Oui, comme ça. Il ne vous reste plus qu'à insérer la cartouche, en la passant par l'extrémité la plus fine. C'est normal que vous sentiez une légère résistance. Poussez-la bien jusqu'au fond. J'ai tenté de suivre une à une ces instructions. La cartouche semblait effectivement bloquée à un endroit, mais il suffisait de mettre un peu de force pour qu'elle s'enfonce jusqu'au bout. Au fait, vous pouvez aussi ajouter une cartouche de rechange à l'intérieur du stylo. J'ai mis une seconde cartouche comme il me l'a conseillé, et j'ai revissé le stylo. Une fois rebouché, je l'ai posé à portée de main. Il est maintenant prêt à être utilisé. Vous pouvez amorcer l'encre en dessinant, par exemple, des cercles, a-t-il dit, en me tendant une feuille de bloc-notes qu'il avait sortie de l'un des tiroirs du bureau. J'ai suivi ses conseils. Le bout de la plume bordée d'or glissait agréablement sur la feuille. Assez rapidement, l'encre s'est mise à s'écouler et des cercles sont apparus sur le papier. J'ai laissé échapper un cri de surprise. Ça n'avait rien à voir avec l'écriture au crayon ou au stylo à billes. Tout enjoué, j'ai essayé de dessiner des spirales, puis d'écrire quelques caractères au hasard. A, B, C, D, E, Tokyo, etc. Cette encre vous convient-elle ? C'est la première fois que j'utilise un stylo-plume, je suis donc mal placé pour en juger. C'est tout nouveau pour moi. Mais j'arrive à créer différentes nuances sans mettre la moindre force dans mes doigts. Comment dire ? J'ai l'impression d'écrire mieux que d'habitude. Monsieur Takarada a hoché la tête à plusieurs reprises, avec un grand sourire, comme si je venais de le féliciter. Contrairement au crayon ou au stylo-bille, avec lesquels il faut mettre un peu de force, le stylo-plume fonctionne par capillarité. Il suffit que la plume soit en contact avec le papier pour que l'encre s'écoule. Plus la surface en contact avec la feuille est grande, plus il y a d'encre, et plus le trait sera large. À l'inverse, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.